Bienvenue sur France 24, c'est l'heure de l'entretien. La liberté, l'éthique démocratique, les valeurs universelles, nous les avons voulues intrinsèques aux révolutions arabes. Pas si sûr qu'elles l'étaient. D'ailleurs, s'agit-il vraiment de révolution ou bien de soulèvements populaires, comme les distingue Gilbert Achcar, avec lequel nous allons converser depuis Londres. Gilbert Achcar est professeur à l'école d'études orientales et africaines de l'Université de Londres, donc, et son analyse des mouvements qui ont soulevé une partie du monde arabe et qui n'ont sans doute pas fini de le faire, porte plutôt sur les conditions objectives qui ont fait naître ces soulèvements. Une certaine fermentation des rapports économiques qui ont conduit à une forme nouvelle de capitalisme, synonyme de changements fondamentaux. Bonjour Gilbert Achcar et merci d'être avec nous en duplex. Si j'ai bien compris, vous dites que ce sont les contradictions d'un certain capitalisme népotique qui ont produit ces bouleversements et pourtant vous dites tout autant qu'aucun de ces pays, je parle de la Tunisie, de l'Égypte, de la Libye, de la Syrie, aucun de ces pays n'a vécu pour l'instant de changement fondamental, de bouleversement fondamental sur le plan social. Comment expliquer, au fond, cette contradiction ? Oui, merci de votre invitation. Bon, en effet, j'essaye d'analyser dans l'ouvrage les racines de l'explosion en cours. Et je les situe dans le type de système politique et social qui s'est mis en place dans la région arabe au cours des dernières décennies et qui a produit donc un capitalisme qui se caractérise par une croissance très, très lente et dont un des résultats majeurs est un chômage massif et notamment chez les jeunes. Et j'essaie d'expliquer comment c'est l'ensemble de ces conditions, bien sûr aggravées par le despotisme, par le népotisme généralisé dans la région, la corruption. Donc comment l'ensemble de ces conditions ont produit l'explosion. Maintenant, c'est un fait que aucune des victoires achevées tant en Tunisie qu'en Égypte, qu'en Libye d'ailleurs, ou au Yémen, bon, encore moins, aucune de ces victoires n'a changé la donne fondamentale, celle qui a produit l'explosion. Et c'est pourquoi ce que je souligne fortement dans l'ouvrage, c'est que nous ne sommes qu'au début d'un processus révolutionnaire qui s'étendra certainement sur de très nombreuses années. Et vous écrivez aussi qu'il y a des esprits, on va dire, chagrins, qui se prétendent progressistes et qui ont dénigré ces bouleversements, ces soulèvements, laissant presque supposer qu'ils préféraient l'ordre ancien, le système ancien. Vous pensez à qui, ou plutôt à quelle mouvance précisément lorsque vous écrivez ça ? Je suis en profond désaccord avec cette vision des choses. Je crois que c'est le type de situation, le type de pourrissement de la situation qui existait auparavant, qui a produit d'ailleurs les conditions de l'émergence et du développement de forces de type intégriste dans la région. Et que une des conditions fondamentales pour sortir précisément de cela, c'est de libérer la parole populaire, c'est de libérer la volonté populaire et que les populations fassent l'expérience, comme elles sont en train de le faire, de ce type de mouvement au pouvoir. C'est le seul moyen radical d'arriver à dépasser cette phase de l'histoire de la région, parce que cela fait à peu près 3 décennies que ce type de mouvement est dominant dans l'expression de la contestation populaire dans la région. Ce type de mouvement précisément dont vous parlez, qui est une sorte de, on va dire, islamisme modéré, l'expression n'est pas bien choisie, mais tant pis, vous dites il est à la croisée des chemins, finalement, il représente une société qui est à la croisée des chemins, entre la modernité qu'elle souhaite et la tradition aussi qu'elle souhaite préserver. Est-ce que c'est ça, la nature de ces régimes, dont par ailleurs, parfois en Occident, on présente comme des épouvantails ? Pour le moment, en tout cas, on ne peut pas parler de régime. On a des gouvernements.
On a des gouvernements qui essayent, en Tunisie, en Égypte, qui essayent de faire face à la situation créée par l'explosion révolutionnaire et qui s'y prennent très mal, comme on peut le voir avec les résultats qu'on constate, c'est-à-dire un bouillonnement un bouillonnement ininterrompu, un mécontentement populaire qui ne cesse de grandir. Et tout cela parce que, encore une fois, les raisons fondamentales de l'explosion sont non seulement encore là, mais elles ne font que s'aggraver. Maintenant, ces mouvements ne sont porteurs d'aucune réponse aux raisons profondes de l'explosion. Elles n'ont aucun programme économique qui se distingue en quoi que ce soit de ce qui existait auparavant. Elles ne font que continuer ce qui existait auparavant, pour lequel elles n'ont que des critiques de type moral, c'est-à-dire la corruption, tout ce à quoi on peut s'attendre à partir d'une perspective religieuse, mais c'est tout, et c'est très court. C'est très court. On le voit avec la façon dont ces gouvernements continuent les rapports avec le FMI qui existaient auparavant. On le voit avec la façon dont ils ne trouvent de réponse à ce qui existe que par un surcroît d'endettement, cette fois-ci auprès en privilégiant le Qatar, cette fois-ci, qui est le bailleur de fonds de ces mouvements, plutôt que d'autres, mais le fond de l'affaire est toujours là. Les recettes économiques et sociales sont des recettes, sont les mêmes. On a vu comment le gouvernement égyptien a essayé de supprimer les subventions au prix des denrées de première nécessité, et a dû annuler très vite et de manière assez grotesque la mesure, mais tout en n'y renonçant pas, parce que ça fait partie des conditions qu'impose le FMI. Est-ce que c'est pour cela que vous dites justement qu'on est au début d'un processus révolutionnaire au long cours, c'est-à-dire que ces gouvernements, comme vous les appelez, et non pas des régimes, effectivement, ces gouvernements sont appelés à disparaître à plus ou moins long terme? Est-ce que vous avez une idée de cette échéance? Oh, il est difficile de faire des pronostics, mais ce qui est, je pense, très frappant, prenons le cas de l'Égypte, c'est la vitesse à laquelle ils perdent du terrain, qui est d'ailleurs beaucoup plus rapide que toutes les prédictions, je dois le dire. Au moment où ces équipes sont arrivées au pouvoir, et que des personnes comme moi-même et beaucoup d'autres ont dit les populations vont pouvoir faire l'expérience de leur échec. On annonçait l'échec et on a été accusé de sous-estimer la capacité de ces mouvements à générer des États modernes. Bien, alors ce qu'on voit, c'est que ce qui a été sous-estimé, c'est la vitesse à laquelle ils se sont usés au pouvoir. Absolument, mais on le voit déjà avec l'effritement du vote en Égypte. Si on compare le vote aux législatives en Égypte avec le vote au premier tour de la présidentielle et le vote récent, le référendum sur la Constitution, eh bien, on voit un effritement très net de ce vote. Les frères musulmans perdent du terrain, et ils n'arrêtent pas de perdre du terrain. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont perdre les prochaines élections le jour où il y en aura? Bon, c'est une question à laquelle il est difficile, d'autant plus difficile de faire une réponse que pour l'instant l'opposition a décidé de boycotter ces élections. Donc, mais voilà. Est-ce que Gilbert Achcar, est-ce que l'exemple turc dont vous parlez dans votre livre peut être un modèle, alors que l'histoire de cette Turquie moderne est radicalement différente? Oui, tout à fait. Je crois que l'histoire de la Turquie, le cas turc est trop différent pour pouvoir servir de modèle à ce qui existe dans la région. Ce qui s'est passé en Turquie, c'est que le parti de la justice et du développement, qui est le parti aujourd'hui dirigeant en Turquie, est un parti issu d'une scission de l'équivalent plus ou moins de ce que sont les frères musulmans, d'une scission moderniste, d'une scission qui s'est réconciliée avec le principe de laïcité. On a vu Erdogan, le Premier ministre turc, lors de son premier déplacement au Caire, après les bouleversements,
et aux grandes dames des frères musulmans faire un discours vantant les mérites de la laïcité, de la séparation de la religion et de l'État. Donc on a déjà un autre type d'organisation, mais qui arrive, et c'est le plus important, qui arrive au pouvoir en tant que représentant d'un type très différent de capitalisme, d'un capitalisme qui est de nature industrielle et orienté vers l'exportation, qui s'est développé au cours des 20 dernières années et dont le parti actuellement au pouvoir en Turquie représente la masse, en tout cas des petites et moyennes entreprises. Donc il n'y a rien d'équivalent. Pour l'instant, il n'y a rien d'équivalent en Tunisie ou en Égypte. Ce n'est pas. Voilà, ce n'est pas ce genre de formation sociale et économique qui existe. Et comme je le disais, les nouveaux gouvernements ne font que continuer ce qui existait déjà. Ils n'ont pas d'alternative à cette configuration socio-économique. Et c'est pour cela qu'ils vont droit dans le mur. Et c'est pour cela que la situation va rebondir et ne peut que rebondir. Et cela pour une longue période, jusqu'à ce que tout cela puisse déboucher sur une véritable refondation des sociétés de la région. Merci Gilles Berachka, merci d'avoir été avec nous en duplex depuis Londres. On mesure le chemin qui reste à parcourir pour ces nouvelles sociétés arabes. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci infiniment de nous suivre sur France 24. Tout de suite, l'information continue. C'est tout le temps, 24 heures sur 24. Merci.